Récemment, mon ami Guillaume et moi, on s'est dit que si on lançait une entreprise, autant que ce soit dans la tech, parce que c'est le domaine qui nous passionne le plus, et depuis qu'on est jeune. Maintenant, si on travaille dans la tech, il faut qu'on sache programmer. On ne sait pas exactement quel métier on fera, peut-être qu'on sera programmeur, peut-être qu'on travaillera avec des programmeurs, mais dans tous les cas, il faut qu'on puisse comprendre le code. Et la meilleure manière de comprendre, c'est de pratiquer. Alors on a enlevé tout ce qu'il y avait dans notre agenda, et depuis à peu près 2 semaines, on fait que de la programmation, toute la journée, tous les jours. À la base, on n'avait aucune expérience. Moi, j'avais un tout petit peu fait de HTML. C'est un langage vraiment très simple qui permet de faire des sites web. C'est même pas vraiment un langage de programmation en fait. Et j'avais fait un tout petit peu de JavaScript aussi pour un projet que d'ailleurs j'avais montré dans une vidéo. Mais j'avais pas vraiment appris à programmer. J'avais juste trouvé quelques bouts de code sur Internet et j'avais réussi à les connecter ensemble. Et Guillaume, sa seule expérience, c'est programmer sur sa calculatrice au collège. Notre premier plan, il était assez classique, c'était apprendre sur Codecademy. C'est un site pour apprendre la programmation qui est vraiment pas mal fait, il y en a plein comme ça. C'est gratuit, il y a des exercices qui sont assez ludiques. Mais rapidement, on a compris que c'était assez académique. Si on voulait vraiment apprendre, il fallait qu'on se donne des défis. Il fallait qu'on soit lâché dans le grand bain et qu'on soit obligé de se débrouiller. Et c'est là qu'on a eu l'idée du jeu d'échecs. Ok, il y a moyen que ça nous prenne une semaine si on arrive vite. Quoi ? Ah oui, toi tu dis en mode 3 jours. Oh là là, t'es malade. 3 jours, mais on donne nos vies. En mode 3 jours, on n'aura pas de perfectionnisme, on fait un truc qui marche. Mon petit frère, il est en mode ah ouais, je crois que il croit que c'est facile, mais en fait c'est difficile et ça va leur prendre du temps. Donc moi, je fais confiance aux experts. Je pense que franchement, 3 jours, ça me paraît chaud. Il est en mode avec une interface graphique. Mais non. Mais un truc qu'on sait absolument pas faire. On a dit mercredi minuit. 2 jours, 11 heures, 6 minutes, 42 secondes. Et on va y arriver, et je pense qu'on va être en manque de sommeil dans 2 jours et 11 heures. À ce moment-là, on n'avait jamais fait d'interface graphique, mais on s'est dit que 3 jours, ce serait quand même possible, parce qu'on aurait le temps d'apprendre. Et ensuite, la partie mouvement des pièces et jeu, elle avait l'air assez simple pour moi. Il suffit d'encoder le mouvement des pièces, le fait que chaque pièce peut manger une pièce adverse, qu'à chaque fois qu'un joueur joue, c'est à l'autre de jouer, et puis il y avait quand même quelques cas spéciaux comme le rock ou la prise en passant. Et quand on a commencé à le concevoir, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas pris quelque chose en compte. Non, pour moi, l'ordinateur calculable. What? L'ordinateur calcule toutes les positions. Tu vois sur l'IHS, ouais. Tu prends une pièce, il y a marqué les positions. Ouais. Et si tu veux calculer un math, tu es obligé de calculer toutes les positions. Oh putain, il va falloir calculer le math. Oh là là, c'est l'enfer. Oh mon dieu, on va mourir. En fait, aux échecs, il faut calculer les échecs au roi, c'est-à-dire quand le roi est menacé. Et en plus, on n'a pas le droit de se mettre échec au sein de son propre tour. Mais du coup, ça veut dire qu'à chaque tour, il faut que tous les coups possibles de l'adversaire soient calculés pour pas qu'on puisse se mettre en échec soi-même. Et en plus, il ne faut pas calculer ça uniquement quand on bouge son propre roi, il faut calculer ça quand on bouge n'importe laquelle de ses pièces pour pas que ça fasse un échec à la découverte. C'est-à-dire que bouger une de nos propres pièces, ça ouvre un espace qui met notre roi en échec. Cette fonction, on l'a appelée dep3 et c'est celle qui calcule pour chaque pièce de chaque joueur tous les mouvements qu'elle peut faire et si ça met un roi en échec. Quand on s'est rendu compte que ça allait être aussi complexe, j'ai appelé mon ami Harry pour qu'il nous donne quelques conseils. Wesh le gang, ça va ou quoi les gars? Lui, il a commencé la programmation au collège, il est programmeur freelance depuis longtemps. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il parle de son expérience et il aide les gens à devenir freelance en programmation. Déjà, il faut un plateau, ok? Oui. Imaginons que tu as une liste de 8 éléments qui vont donc être les 8 cases, tu sais, de ton plateau d'échecs. Et en fait, sur chaque élément, donc des 8, tu vas avoir un tableau. D'accord, ok. Une nouvelle liste, si tu veux, de 8 cases. Je sais que ça parce que vous voulez faire. Il faut juste que vous soyez clair sur la forme que vont prendre vos données, quoi. Par exemple, qu'est-ce que c'est une case où il n'y a aucun pion? Est-ce que c'est un tableau vide? Est-ce que c'est une chaîne qui dit il n'y a rien? Je sais pas, tu vois. Et à partir du moment où vous avez bien défini tout ça, en fait, ce sera plus que du code bête et méchant, quoi. On a du pain sur la planche. C'est du bon pain, les gars, c'est du bon pain. Au départ, on déclare le plateau et les pièces. Tout commence avec check square. C'est une fonction qui va voir à qui est-ce que c'est de jouer et lister tous les coups qui sont possibles pour ce joueur. Ensuite, quand le joueur clique sur une case, il active la fonction play qui va prendre sa position de départ, montrer cette pièce, et puis quand il va faire un deuxième clic, si le mouvement a été validé par check square, alors elle va lancer update. Update, elle prend le mouvement qui vient d'être fait, elle met à jour le plateau et elle appelle check promo. Check promo, c'est une fonction qui sert à vérifier s'il n'y a pas un pion qui est à la dernière ligne et donc il peut être promu en reine. Et enfin, update change le tour pour que ce soit à l'autre joueur de jouer et relance check square et la boucle est bouclée.
On est au milieu du deuxième jour. Depuis ce matin, je code un énorme truc, mais je comprends plus rien. C'est une énorme fonction. Je suis vraiment perdu dedans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros schéma où je vais récapituler. On a déjà plein de schémas. Et l'idée, c'est ensuite de tester chaque partie séparément pour être sûr qu'une fois qu'on combine tout, et bah tout marche bien. Quand on a fini la première version assez rapidement, au bout de 2 jours, on s'est rendu compte que tout marchait très bien, à part la fameuse fonction dep3. Ouais, et si on fait OK là, qu'est-ce qu'il nous dit? 3, 6. 3, 6, 5, 6, 4, 6. Donc c'est dep3. c'est dep3 le problème. Et on a commencé une phase de debug qu'on pensait rapide, mais qui allait durer plusieurs jours. La fameuse fonction dep3, elle se situe à l'intérieur de check_square. Plus précisément, elle va vérifier si on n'est pas en train de se mettre en échec nous-mêmes, ou alors si on est en train de mettre en échec l'adversaire. On ne comprenait pas pourquoi elle enlevait plein de mouvements. À chaque fois, les parties commençaient normalement, et au bout d'un moment, on pouvait bouger plus aucune pièce. Ok, ça on est d'accord. Ça, on est d'accord. Par contre, 0,2, c'est-à-dire le non-pion. 0, 2. Quoi? Mais c'est vite cette case. 0,3. Et le temps de faire l'interface graphique et de trouver ce bug, on était déjà au 5e jour. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce truc-là, c'est la méthode, comment ça s'appelle déjà? Rubber Duck Debugging. Quand tu poses la question, quand tu fais l'effort de formuler ta question, de façon à être aidé ou à être compris par quelqu'un, tu vas chercher à bien le faire et donc tu vas repérer les incohérences dans ce que tu es en train de dire. En fait. Et en faisant ça, tu repères les incohérences dans ce que tu es en train de faire et donc ça te permet d'être débloqué très régulièrement. C'est assez frustrant parce qu'on passe longtemps à chercher le bug, et à la fin, quand on le découvre, c'est tellement évident. Je crois que ça marche. Waouh. T'as trouvé. Ok, dis-moi c'était quoi? En fait, la ligne qui enlevait des coups possibles, elle était placée à l'intérieur d'une boucle, mais il fallait qu'elle soit à l'extérieur. C'était plus intuitif qu'elle soit là, mais ça lui faisait enlever beaucoup trop de coups à chaque fois. Et le 5e jour, le jeu était enfin fin prêt pour notre partie finale. D'ailleurs, le jeu est hébergé, c'est le premier lien dans la description. Déjà, la première chose que j'ai remarqué, c'est que les 2 facteurs limitants en programmation, c'est la syntaxe et l'abstraction. Il y a des projets dans lesquels on va être limité par la syntaxe, c'est-à-dire la compréhension du langage, la capacité à formuler nos idées. Et à l'inverse, il y a des moments où ce qui va nous limiter, c'est la capacité d'abstraction. Le fait que ce qu'on essaye de mettre en code est trop complexe pour qu'on arrive à le penser clairement. Au tout début, quand on apprend un langage, c'est plutôt la syntaxe qui bloque. On va penser à faire des choses, mais on va pas savoir comment les écrire. Mais rapidement, quand on essaie de faire un projet où il y a beaucoup d'étapes et il y a beaucoup de fonctions qui interagissent les unes avec les autres, bah, ça devient plutôt l'abstraction. La deuxième leçon, c'est que en programmation, il ne faut pas hésiter à copier. Bon, nous, en l'occurrence, le principe c'était qu'on fasse tout nous-mêmes, donc on n'a pas repris de portions de code sur Internet. Mais à chaque fois qu'on ne savait pas faire quelque chose, on tapait sur Internet notre question et on tombait tout de suite sur Stack Overflow. C'est une sorte de grand forum, un peu comme Reddit, avec plein de gens qui posent des questions de programmation et plein de gens qui y répondent. Et en parlant avec des programmeurs, je me suis rendu compte que souvent, même des gens qui avaient fait des grands projets, des entreprises qui ont bien fonctionné, en fait, ils avaient juste récupéré différents bouts de code sur Internet et les avaient assemblés d'une manière intelligente. Bien sûr, le principe, c'est pas de copier-coller sans comprendre ce qui se passe. Sinon, bah, à la fin, ça va jamais fonctionner. Et quand on va vouloir modifier le code, on va pas savoir comment faire. Mais c'est intéressant de voir qu'au fond, dans la programmation, ce qui compte, c'est pas ce qui est forcément le plus original, mais c'est ce qui marche. Et c'est quand un programme marche qu'il a de la valeur. It comes down to trying to expose yourself to the best things that humans have done. And then try to bring those things in to what you're doing. I mean, Picasso had a saying, he said, good artists copy, great artists steal. And we have, always been shameless about stealing great ideas. La troisième leçon, c'est que travailler à plusieurs, ça nécessite de se mettre absolument d'accord sur le nom des fonctions, sur les variables, et surtout de faire un code qui est très modulaire, c'est-à-dire de séparer les fonctions et de les organiser de manière à ce que le tout soit facilement hiérarchisable et modifiable. En fait, l'erreur qu'on a fait au début, et je pense que c'est une erreur classique, c'est de faire une énorme page sur laquelle on travaillait tous les deux, avec 300 ou 400 lignes de code, et en fait, on n'avait même pas séparé les parties en fonctions qui s'appelaient les unes les autres. Ce qui faisait que quand on changeait quelque chose en haut, ça pouvait faire une sorte de cascade qui allait tout changer en bas. À la fin, on a un peu mieux organisé notre code, mais si on l'avait fait plus tôt, on aurait beaucoup plus vite trouvé le problème de la fonction dep3. Mais surtout, ce que j'aime le plus dans ce genre de projet, c'est d'y être à fond, d'y être à 100%. Je crois qu'on codait aux alentours de 10 ou 11 heures par jour. En fait, je commençais à tout voir en boucle et en si alors. Genre même quand on allait manger entre nos séances de programmation, je voyais, ok, faire la cuisine, c'est telle boucle, ensuite s'il y a ça, alors on fait ça. Je me souviens que j'avais eu ce rêve, parce qu'en fait je me mettais à rêver que de programmation. Je me souviens que j'avais eu ce rêve avec genre le contrôleur du train, à chaque fois qu'il contrôle quelqu'un, c'est comme si c'était une boucle qui tournait avec l'itérateur qui change en fonction de la personne. Ce paradigme, cette manière de voir le monde sous forme de programmation, on dirait qu'elle est super utile parce qu'elle permet de simplifier beaucoup de phénomènes qui ont l'air complexes de loin, alors que quand on les voit comme si c'était un programme, eh ben on comprend que c'est simplement souvent des actions qui se répètent dans un certain cycle
ou alors des conditions qui doivent être vraies ou fausses pour qu'une action se passe ou ne se passe pas. Voilà, je suis assez fier de ce qu'on a fait, même si on a fini avec 2 jours de retard. Pendant ce projet, je réfléchissais à comment on pourrait s'entraider, comment on pourrait se tirer vers le haut. Et j'ai décidé de créer la War Room. L'idée, c'est de se rencontrer entre personnes qui sont dans le même état d'esprit, c'est-à-dire s'améliorer et apprendre des compétences utiles. Donc j'ai fait un serveur Discord avec des channels sur tous les sujets, du sport jusqu'au code, en passant par l'art oratoire. Le lien est dans la description. Ce sera un bon endroit pour peut-être organiser des événements ou alors utiliser l'effet de groupe pour être plus discipliné. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est le premier défi de cette longue aventure. Je vous préviens, les prochains seront beaucoup plus ambitieux. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est pareil, le lien est dans la description si vous voulez être tenu au courant de la suite de l'aventure. Merci à tous et à bientôt. Allez, ciao. Bah, qu'est-ce que tu fais, Guillaume? T'étais censé faire à manger? Je fais du dual coding.